Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur le théorème de Gersten-Haber, qui est un énoncé qui est tombé à Minpon MP 2020, la première épreuve de mathématiques. C'est un énoncé sur de l'algèbre linéaire qui est très difficile. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Je vais me téléporter pour que vous puissiez voir les deux parties de l'énoncé. Voilà, il y a une vingtaine de questions on va les corriger petit à petit. Voilà, je vous laisse chercher l'énoncé par vous-même et ensuite je vais passer à une correction. Allez, donc on va corriger la première question. On va prendre U dans l'espace nilpotent N2E. Par définition, ça veut dire qu'il existe un certain R tel que U puissance R valent l'endomorphisme nul. Mais alors, eh bien, si on l'élève à la puissance k, eh bien, on aura u puissance r à la puissance k qui vaut toujours 0, mais u puissance r à la puissance k, c'est aussi u puissance k à la puissance r qui vaut 0. Donc ça montre quoi? Ça montre que pour tout k, u puissance k, il est lui-même nilpotent, c'est-à-dire que u puissance k appartient à n2e. Ainsi, le spectre de U puissance k, eh bien, il est égal au singleton 0, et donc la trace de U puissance k, si on réfléchit dans la base qui diagonalise ou trigonalise U puissance k en l'occurrence, eh bien, on va avoir que des zéros, donc la trace vaut 0. Et finalement, ça montre bien le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire que pour tout U endomorphisme nilpotent, pour tout k, trace de U puissance k vaut 0. Allez, donc question 2, il va falloir montrer que eh bien, NB est inclus dans N2E, c'est-à-dire que tout élément de NB est nilpotent. NB contient le vecteur nul et il est stable par combinaison linéaire. Et trouver la dimension de NB, et pour ça, pour trouver des dimensions, le meilleur outil pour faire cela, c'est d'utiliser des bijections. Donc on va prendre f dans NB, et bien par définition, qui f, le polynôme de caractéristique de f, il vaut qui f de x qui est égal à x puissance n, puisque f est nilpotente, donc le spectre vaut 0, donc sur la diagonale du polynôme caractéristique, on va avoir que des x. Donc on va avoir soit une matrice trigonale et on obtient ce polynôme caractéristique. Donc le théorème, c'est là qu'il faut utiliser le théorème de Cayley-Hamilton pour en déduire bien que qui f de f vaut l'endomorphisme nul, c'est-à-dire f puissance n égale 0. Donc f c'est bien un endomorphisme nilpotent, d'où l'inclusion que NB est inclus dans N2. Maintenant, on va prendre U et V dans NB et lambda dans R par linéarité de la représentation matricielle. La matrice de U plus lambda V dans B, c'est la matrice de U dans B plus lambda matrice de V dans B. Chacune de ces matrices elle est triangulaire supérieure stricte, donc il en est le même pour la matrice de U plus lambda V. Et donc on a bien montré que c'était un sous-espace vectoriel de N2E, donc NB c'est bien un sous-espace vectoriel de N2E. Et de plus, par construction, NB il est isomorphe avec Tn de R, donc l'ensemble des matrices trigonales supérieures strictes. Triangulaire supérieur strict, dont la dimension, c'est quoi? C'est n fois n-1 sur 2, donc on en déduit la dimension de NB. On va prendre B une base de E et on va montrer l'égalité d'ensemble par une suite d'inclusion. Donc on va montrer que le premier ensemble est inclus dans le deuxième, et le deuxième dans le troisième, et le troisième dans le premier. Donc là, on va prendre K qu'on note nu de U, le nil indice de U appartenant à NB. La question 2, elle montre quoi? Elle montre qu'en particulier, U appartient à N2E. Donc on a la première inclusion. Maintenant, on continue. Qui U de x c'est x puissance n, donc par théorème de Cayley-Hamilton, U puissance n c'est donc l'endomorphisme nul. Et donc ça veut dire que forcément, qui de U est plus petit que n, puisque effectivement U puissance n, on sait que ça va être nilpotent, mais peut-être que U puissance n moins 1 par exemple peut l'être. Donc on sait que à partir de n, c'est bon. Et de plus, on sait que si on prend nu de U, si on prend que c'est égal à 0, on a U puissance 0 et ça c'est l'identité, donc ça ne fonctionne pas, donc forcément nu de U est plus grand que 1. Donc ça nous donne la deuxième inclusion. Et maintenant réciproquement on va prendre K dans un N et il s'agit de construire donc un endomorphisme U appartenant à N de B à NB tel que U puissance K soit l'endomorphisme nul. Donc pour ça, il faut partir de ce constat-là. En fait, on va réfléchir en termes de matrice, puisqu'on est dans NB où on a une certaine base à construire. Donc si on regarde la matrice dont
qui a des zéros partout sauf sur la surdiagonale donc la principale, donc au-dessus de la diagonale principale, eh bien cette matrice, on sait qu'elle est nilpotente d'indice n, c'est-à-dire que AN à la puissance n, ça vaut la matrice nulle. Maintenant, si on décale cette surdiagonale vers le haut, donc si on met les 1 cette fois-ci sur la surdiagonale d'ordre 2, donc la diagonale au-dessus de la surdiagonale, ben ça, on se rend compte que c'est une matrice qui est nilpotente d'indice n-1. Et donc ainsi de suite. Donc si on pose AK, la matrice qui comporte que des zéros, sauf sur la surdiagonale d'ordre n-k, qui cette fois-ci ne comporte que des 1, eh bien on se rend compte que bah, cette matrice, elle va bien marcher en fait pour montrer ce que l'on veut. Donc ça nous conduit à poser quoi? Ça nous conduit à poser, donc si on veut poser, parce que là du coup on réfléchit en termes de matrice, mais on peut réfléchir maintenant en termes de base pour avoir la matrice, la bonne matrice dans cette base. Donc ça nous conduit à poser U de EJ qui vaut 0 pour donc J allant dans 1 n-k, n-k plus 1. Et donc pour avoir les 1, cette fois-ci, il faut avoir U de J qui vaut EJ moins n-k plus 1 pour tout cas appartenant donc à n-k plus 2 jusqu'à n. Et donc bah, une telle construction, si vous faites la matrice, vous vous rendrez compte que eh bien, la matrice de U dans cette base B qui est constituée des EJ, eh bien, ça fait une matrice qui est triangulaire supérieure stricte. Et donc, par construction, on a U puissance k qui vaut l'endomorphisme nul. Et donc, on a montré par inclusion cyclique ce que l'on voulait, c'est-à-dire bah, que l'ensemble des nus de U pour U appartenant à NB, c'était la même chose que pour U appartenant à N de E. Et ça, c'est aussi égal à 1 N, donc les entiers entre 1 et N. Question suivante, donc on va montrer que la famille x, u de x, etc., u puissance p-1 de x est libre, donc on va se donner alpha k, donc p réel, donc tel que bah, la somme du coup des alpha k u puissance k de x vaut 0. Donc ça c'est la méthode usuelle pour montrer qu'une famille est libre, on prend une combinaison linéaire qui vaut 0 et on montre que c'est alors les coefficients qui sont nécessairement nuls. Donc quand on travaille avec des endomorphismes nilpotents, la classique c'est de composer par l'endomorphisme U pour faire disparaître tous les termes sauf un, et donc on déduit la nullité du coefficient, et ainsi de suite. Donc là, moi je vous propose donc c'est une méthode que j'affectionne particulièrement, je la trouve élégante, c'est de raisonner par l'absurde. Donc pour ça, il faut poser A, l'ensemble donc des k dans 0, p-1, tel que alpha k est non nul. Donc qu'est-ce que ça veut dire de raisonner par l'absurde? Ben ça, par définition, c'est censé être l'ensemble vide, mais on va supposer que c'est pas le cas. Donc vu que A est inclus dans N et qu'on suppose que A est non vide, il est minoré, il admet un minimum M plus petit que P. Donc dans la somme, les termes, dès que k est plus petit que m, ils vont disparaître et il va rester donc la somme des k allant de m jusqu'à p-1 des alpha k u puissance k de x 0 qui est égal à 0. Donc maintenant on va appliquer p-m moins 1 donc qui est plus grand que 0 fois l'endomorphisme u, de sorte qu'on va récupérer cette somme là, et en fait dès que k est plus grand que m plus 1, eh bien P-1 P-M moins 1 plus K est plus grand que P, donc en fait il y a plein de termes qui vont disparaître, sauf le terme pour K égale M. Donc, il va rester alpha M U puissance P-1 de X qui vaut 0. Or, U puissance P-1 de X est non nul par hypothèse, donc c'est que alpha M est égal à 0. Donc M n'appartient pas à A, puisque s'il appartenait à A, il serait non nul. Mais M, c'est le minimum de A, donc par construction, M appartient à A. Donc vous voyez bien que c'est absurde, M appartient à A, M n'appartient pas à A, donc c'est que A était en fait l'ensemble vide, et donc on en déduit la nullité des coefficients, et donc la liberté de la famille voulue. Maintenant, on va supposer que la famille U puissance P-1 de X, U puissance Q-1 de Y est libre. On va montrer que la famille X, U de X jusqu'à U puissance P-1, concaténée avec Y, U de Y, etc. jusqu'à U puissance Q-1 de Y, est elle-même libre. Donc on va se donner encore une fois des coefficients alpha K et bêta K, qui sont P plus Q réels, tels que la combinaison linéaire vaut 0. Donc on va appliquer Q fois U. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner
la somme du coup des alpha k u puissance k plus q de x égale 0. Et donc, parce qu'on a fait disparaître donc, les termes avec des bêtas. Et donc, donc là, si on développe, il va y avoir tout ce qui apparaît où il y a du u puissance p et des choses plus grandes, enfin l'indice u puissance quelque chose et donc le quelque chose est plus grand que p, ben, ça va disparaître parce que u puissance p est l'endomorphisme nul. Donc si vous augmentez l'indice, ça va être aussi nul. Donc il va rester quoi? Il va rester cette combinaison linéaire alpha 0 x plus etc. jusqu'à u puissance p moins q moins 1 p moins q moins 1. Et donc vu qu'on a établi précédemment que cette famille était libre, eh bien on va en déduire que alpha 0 égale etc. égale alpha donc p moins q moins 1 égale 0. Donc si on reporte la nullité de ces coefficients, il va rester du coup une somme pour k allant de p-q jusqu'à p-1 des alpha k u puissance k de x, et il reste toujours les bêta k u puissance k de y qui vaut 0. Donc là maintenant on doit utiliser l'hypothèse sur, donc on suppose que donc il y a une famille, on avait supposé que la famille u puissance p-1 x u puissance q-1 de y est libre. C'est ce qu'on va devoir utiliser. Donc on va appliquer q-1 fois u, il va rester quoi? Il va juste rester alpha p-q u puissance p-1 de x plus bêta 0 u puissance q-1 de y qui vaut 0. Et donc par hypothèse, la famille u puissance p-1 de x u puissance q-1 de y, elle est libre, pas nulle. Donc ça veut dire que alpha p-q égale bêta 0 égale 0. Et on reporte de nouveau donc dans l'équation, dans cette équation. Et après, maintenant, on va appliquer q moins 2 fois. Donc on va avoir la nullité des coefficients alpha p moins q plus 1, bêta 1, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la nullité de tous les coefficients. Et donc on aura montré que cette famille était effectivement libre. Et donc on a bien résolu cette question. Allez, question 5, donc on prend u dans n de e, dont on suppose que le nil indice vaut p. On suppose que p est plus grand que n-1 mais aussi plus grand que 2. Donc on montre que l'image de u puissance p-1 c'est égal à l'intersection entre le noyau de u et l'image de u. Donc dans un sens c'est très simple, si on prend y qui appartient à l'image de u puissance p-1, y on peut l'écrire sous la forme u puissance p-1 de x, et donc y appartient à l'image de u, et par ailleurs si on applique u à y, eh bien on aura u de y égale u puissance p de x, et vu que u puissance p est égal à l'endomorphisme nul, puis on a u de y qui vaut 0, et donc y appartient aussi au noyau de u. Maintenant, c'est la réciproque qui est plus difficile. On prend z qui appartient à l'image de u et au noyau de u. Par hypothèse, on peut écrire z égale u de y avec donc u carré de y qui vaut 0. Puisque effectivement z appartient au noyau de u, donc u de z vaut 0 et u de z c'est u carré de y. Donc on va utiliser évidemment la question 4, donc si la famille u puissance p-1 de x, u, y était libre, alors la famille x, etc., u de x, u puissance p-1 de x, y, u de y, elle serait libre. Ce qui est absurde puisque c'est une famille dont le cardinal dépasse celui de l'ensemble. Et donc c'est donc que la famille u puissance p-1 de x, u de y est liée. Donc on peut écrire z égale u de y égale alpha u puissance p-1 de x, puisque cette famille est liée. Et donc ça montre quoi? Ça montre que z il appartient à l'ensemble qui est engendré par u puissance p-1 de x. Et donc l'image de u inter noyau de u est inclus dans le noyau de u puissance p-1 de y, et la réciproque elle est immédiate puisque on a déjà montré l'inclusion réciproque. Et donc l'image de u inter le noyau de u c'est égal au vect donc de u puissance p-1 de x qui est inclus dans l'image de u puissance p-1. Et donc ça c'est clairement la réciproque est claire, et donc on a obtenu le résultat que l'on voulait, à savoir que l'image de u, l'intersection entre l'image et le noyau de u, c'est égal à l'image de u puissance p-1, et aussi que la dimension de cette image vaut 1. Allez, donc on est parti pour la question 6, on prend donc x, un élément de e qui est non nul. Donc
qu'on va considérer pardon, phi x, l'application de A qui appartient à E vers donc A croix x, qui soi-disant appartient à F, qui est l'ensemble des U, endomorphisme U dont l'image est inclue dans le vecteur de x. Et donc il va falloir montrer que phi de x vérifie bien toutes les propriétés qu'on aimerait qu'elle vérifie. Il faut montrer que phi x est linéaire et qu'elle définit une bijection entre E et F. Donc pour ça, on va déjà vérifier que donc l'image annoncée elle est correcte, c'est-à-dire que pour tout A dans E, eh bien A croix X appartient à F. Donc prenons A dans E. On va déjà montrer, puisque il faut montrer que déjà A croix X est un endomorphisme. Donc il est clair donc pour tout Z dans E, A croix X de Z appartient à E, donc on reste bien dans E. Et maintenant si je prends Z et Z', donc maintenant il faut montrer la linéarité, Z et Z' dans E et lambda dans R, eh bien bon je passe les détails, mais par la linéarité du produit scalaire et la définition donc de l'opération croix, eh bien on voit que A croix X de Z plus lambda Z', ça fait A croix X de Z plus lambda A croix X de Z', ce qui donne bien la linéarité de A croix X. Maintenant, on va montrer que l'image elle est inclue dans le vecteur de x, donc si je prends b dans l'image de a croix x, il existe un certain z tel que b s'écrit sous forme a croix x de z, c'est-à-dire par définition de croix que c'est égal au produit scalaire entre a et z selon le vecteur x. Donc ça montre quoi? Ça montre que b il appartient à un vecteur x, et donc on a bien l'inclusion voulue. Maintenant la linéarité de phi x, ça va se passer un peu comme ce qu'on a montré ici. Donc je prends A et B dans E, lambda dans R, et je prends Z dans E. Donc je vais montrer donc là c'est que phi x de A plus lambda B de Z, ça fait phi x de A plus lambda phi x de B de Z. Donc bon, je passe les détails. On va par linéarité, donc à gauche du produit scalaire, on va récupérer ce que l'on veut. Et donc on a bien ce que l'on voulait. Et maintenant il faut montrer donc les propriétés de bijectivité, donc il faut montrer l'injectivité, la surjectivité. Donc on va voir comment est-ce que on procède. Donc on prend A dans le noyau donc de phi x. Par définition, phi x de A c'est A croix x, et donc c'est par définition, si on prend A dans le noyau de phi x, eh bien A croix x c'est l'endomorphisme nul, c'est-à-dire que pour tout Z dans E, A croix x de Z c'est égal à AZX, produit scalaire entre A et Z selon x qui vaut 0. Donc il faut bien choisir Z, et en l'occurrence on va prendre Z égale A, de sorte qu'on va récupérer la norme de A au carré fois x qui vaut 0. Vu qu'on a choisi x, un vecteur non nul, c'est donc que la norme de a au carré est nulle, et donc de là on en déduit que a c'est le vecteur nul, et donc on a que le noyau de phi x il est inclus dans le singleton de 0, et la réciproque est immédiate puisque phi x est linéaire. Maintenant pour la surjectivité, on va donc prendre u dans f, on va prendre U dans L de E dont l'image est inclue dans le vecteur de X. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout Y dans E, il existe alpha Y qui appartient à R, tel que U de Y égale alpha Y X. Donc, il s'agit de montrer qu'il existe un certain A dans E, tel qu'on puisse écrire U égale A croix X, qui vaut cette opération de le produit scalaire entre A et un vecteur qu'on obtiendrait en évaluant cette application dirigée selon X. Donc il faudrait que pour tout y appartenant à E, U de y égale donc a y x. Si on résume, il faut montrer qu'il existe un certain a tel que pour tout alpha y appartenant à E, alpha y égale donc le produit scalaire entre a et y. Donc ça fait penser évidemment au théorème de représentation de Riesz. Il faut remarquer que l'application alpha qui a y va associer alpha y, c'est une forme linéaire. Et donc le théorème de représentation de Riesz, ça dit même qu'il existe un unique A appartenant à E, tel qu'on est exactement ce que l'on veut. Et donc ça assure la surjectivité de cette application. Et donc par conjonction de tous les points, l'application A l'application qui a A va associer A croix X, c'est une bijection linéaire entre E et l'ensemble des U dans L de E, dont l'image est inclue dans vecteur de X. Allez, question 7, donc on va prendre A dans E, X donc un ensemble non nul.
Donc pour calculer des traces, des déterminants, etc., et c'est bien d'introduire une base qui va bien. En l'occurrence, on n'a pas besoin de chercher une base précise, on peut introduire une base orthonormée de E. Donc là, on a une formule qui dit que la trace, donc si on remplace A croix X par F, la trace de F, où F est un endomorphisme, c'est donc la somme des f de i, des produits scalaires entre f de EI et EI. Donc voilà, ça c'est une formule générale, et donc si on remplace f par A croix X, eh bien on a cette évaluation là. Et donc après, il faut juste se laisser guider par la définition de A croix X. Donc ça devient A, donc le produit scalaire entre A et EI selon X. On peut le sortir par linéarité, et donc il va juste nous rester le produit scalaire entre A et EI fois le produit scalaire entre X et EI. Et donc on peut permuter les deux termes. Et on reconnaît quoi? On reconnaît en fait que c'est le produit scalaire entre A et X. Et donc ça montre le résultat que l'on voulait, c'est-à-dire que pour tout A dans E et pour tout X non nul, la trace de A croix X, c'est le produit scalaire entre A et X. Question 8, donc on va donc le résultat à montrer, ça fait penser de suite à une récurrence, donc on va essayer de la montrer. Donc on pose PK. Et donc la propriété à montrer, il existe une unique famille F0K, FKK, donc des endomorphismes de E tels que pour tout T, U plus TV à la puissance K, ça fasse donc un polynôme en FI de K. Donc allons-y. Initialisation, si K égale 1, c'est plutôt simple. On a U plus TV, donc qui vaut T à la puissance 0, U, plus T puissance 1, V. Donc on a envie de poser F0 de 1 qui vaut U et F1 de 1 qui vaut V. Maintenant, l'hérédité, donc on va fixer K tel que PK est vrai. Par hypothèse de récurrence, il existe une unique famille F0K, etc., FK de K, tel que on est cette évaluation-là. Et donc tout naturellement, on va appliquer U plus TV, donc l'endomorphisme U plus TV. Donc on va avoir U plus TV à la puissance K plus 1, ça, donc donc U plus TV composé avec U plus TV puissance K. U plus TV puissance K, on le remplace par l'hypothèse de récurrence, et ensuite on va développer ici, et obtenir donc la somme du coup des TIU FI de K, donc plus la somme des T puissance I plus 1 V FI de K, et donc au final, après on fait un changement de variable, donc on fait plus 1 dans la somme et moins 1 ici pour récupérer des T puissance I ici, et un pouvoir identifié. Donc au final, après en sortant les termes qui vont bien, ici on a une somme qui commence à 0, ici elle commence à 1, donc on peut sortir ici le terme I égale 0, et ici de la même manière elle termine à K plus 1 et l'autre à K, donc on peut sortir ce terme là. Donc aux extrémités on a U de F0 de K, et l'autre extrémité ça va être T puissance K plus 1 de V de FK de K, et ensuite la somme, on va avoir cette somme là, et donc ça va nous permettre d'identifier les FI de K, FI de K plus 1 en l'occurrence. Donc on va pouvoir identifier chacun des termes et en déduire donc cette relation R, à savoir F0 de K plus 1 c'est U de F0 de K, comme ça a été montré ici. Ensuite FI de K plus 1 ça va être cette chose là, et FK plus 1 de K plus 1 ça va être V de FK de K. Donc voilà, et donc ça établit la relation de récurrence au rang K plus 1, et même mieux, on a une relation entre les termes, ce qui va nous permettre d'en déduire une expression explicite des FK de K pour des cas bien choisis. Donc bon, on a déjà montré ça, et via R, on a cette relation-là. Or F0 de 1 c'est U, donc par récurrence immédiate, F0 de K ça va être U puissance K. De la même manière, F1 de K plus 1 c'est U de F1 de K plus V de F0 de K, avec F1 de 1 qui vaut V. Donc F1 de K plus 1 ça va être U de F1 de K plus V de F0 de K. Ensuite on remplace, ainsi de suite, et donc en faisant le calcul, à chaque fois en développant
f1 de k-1 pour faire descendre l'indice ici, eh bien on se rend compte qu'au final on va avoir le résultat voulu, c'est que f1 de k c'est la somme du coup des ui, v, u, k-1 moins i, donc qui était bien un résultat voulu. Allez, question 9, donc celle-là elle est plutôt abstraite, il faut pas oublier que depuis tout à l'heure on travaille avec des polynômes. Donc U et V appartiennent à V. Pour tout T dans R, U plus TV appartient toujours à V, puisque V c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc ça veut dire qu'il existe, donc U plus TV c'est nilpotent, donc il existe un certain P tel que U plus TV à la puissance P, soit l'endomorphisme nul. Donc l'application qui a T va associer U plus TV à la puissance P, c'est une fonction polynomiale vectorielle nulle. Donc ça va nous permettre d'en déduire la nullité des coefficients de U plus TV à la puissance P. Et donc, pour tout i, les FI de P sont des endomorphismes nuls. En particulier F1, si on prend i égale 1, F1 de P c'est l'endomorphisme nul, c'est-à-dire en remplaçant avec l'expression qu'on a obtenue précédemment, on a cette expression-là qui vaut 0 comme voulu. Allez, question suivante, donc on va prendre k dans n. Donc f1 de k plus 1, c'est ce qu'on a dit, c'est donc la somme des u puissance i composée avec v composée avec u puissance k moins i, d'après la question 7. Donc maintenant, si on en prend la trace, la linéarité de la trace, ça nous permet de rentrer la trace à l'intérieur du signe somme. Et maintenant, il ne faut pas oublier que pour tout U et V des endomorphismes, la trace de UV, c'est la trace de VU, donc on va pouvoir permuter les termes comme on veut, de sorte à pouvoir composer UI et UK-I, et donc en déduire U puissance K, et encore une fois, repermuter le U puissance K et le V. Donc on a trace de U puissance K rond V. Donc vu que ça ne dépend pas de l'indice de sommation, effectivement là on a du K, mais attention, l'indice de sommation c'est I. Donc combien est-ce qu'on a de termes? On en a K moins 0 plus 1, donc K plus 1. Donc la trace de F1 de K plus 1 c'est K plus 1 fois la trace donc, de U puissance K rond V. Et le résultat précédent, ça montre qu'il suffit juste de montrer que le membre de gauche vaut 0, et vu que k plus 1 manifestement c'est non nul, c'est que c'est ce terme-là qui va être nul. Donc pour ça, on va essayer d'utiliser le même argument qu'on a utilisé à la question précédente. Donc on a dit que U plus TV est nilpotent, donc il en est de même pour U plus TV à la puissance k plus 1, pour tout cas dans n. Donc d'après la question 1, la trace de U plus TV à la puissance k plus 1, ça vaut 0. Donc en remplaçant avec l'expression, c'est que la somme des t puissance phi trace de fi de k plus 1 vaut 0. C'est une fonction polynomiale qui est nulle, donc c'est que pour tout i, c'est les traces de fi de k plus 1 qui sont nulles. Et donc en particulier, la trace donc, de f1 de k plus 1 vaut 0. Et donc, par cette relation-là, on en déduit que ça c'est nul, donc k plus 1 étant non nul, c'est que ce membre-là est nul, et donc pour tout cas, trace de uk rond v vaut 0. Allez, question 11, donc on prend y dans E, il faut montrer que f1 de p-1 de y appartient à 4v, donc qui appartient au vecte des v points, où v points c'est l'ensemble des y appartenant à l'image de u puissance p-1 pour u parcourant v. Donc l'idée c'est de montrer que f1 de p-1 de y il s'écrit sous une combinaison donc, de trucs sous la forme u puissance p-1 de quelque chose, où ce quelque chose il appartient à v. Donc on va repartir sur la question 8. U plus tv puissance p-1 de y, c'est quoi? C'est cette somme là, et on va casser la somme en plusieurs termes. On va sortir le terme k égale 0, k égale 1. Donc comme ça on récupère t f1 de p-1 de y. Ce qui est quand même sympa puisque nous on veut f1 de p-1 de y, donc là on y est presque. Donc plus f0 de p-1 de y plus la somme donc qui démarre à 2, vu qu'on a sorti les termes pour k égale 0 et k égale 1. Donc on isole t f1 de p-1 de y, donc on obtient ça, et on se rend compte de quoi est-ce qu'on se rend compte, c'est que ce terme-là, si on fait tendre t vers 0, ça va tendre vers 0. Parce que, bon, évidemment, on va diviser par t pour isoler f1 de p-1 de y. Donc on va avoir 1 sur t fois ça, moins donc la somme pour des t puissance k-1 de f4 de p-1 de y. Et ce membre-là, il va tendre vers 0 pour t qui tend vers 0. Donc au final, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que f1 de p-1 de y, c'est la limite pour t qui tend vers 0 de 1 sur t fois ça, où f0 de p-1 c'est u puissance p-1. Donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'on récupère des trucs sous la forme quelque chose à la puissance p-1, donc on y est presque. Il nous suffit ensuite par linéarité de rentrer le 1 sur t à l'intérieur donc des endomorphismes, ce qui est licite puisque les endomorphismes sont linéaires. Donc on a que c'est la limite de u puissance tv à la puissance p-1 évaluée en 1 sur t de y moins donc u puissance p-1 de 1 sur t y. Donc le membre de droite, donc si on regarde pas la limite, ça appartient donc à 4v et de passer à la limite, il faut utiliser l'argument. Enfin, en fait, on veut montrer qu'en passant à la limite, on reste dans 4v. Donc ça, c'est purement un argument donc, sur les fermés, donc un argument de topologie. Et pourquoi est-ce que 4v serait un fermé? Pourquoi? Parce que c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie. Donc ça appartient à 4v. La limite pour t qui tend vers 0 d'un truc qui reste dans 4v, qui est dans 4v, ça reste dans 4v parce que c'est un fermé. Donc ça montre bien que f1 de p-1 de y appartient à 4v comme boule. Et donc on va poursuivre cette question. Donc la question 9, elle montre quoi? Elle montre que la somme du coup des u puissance i rond v rond u puissance p-1 moins i, c'est l'endomorphisme nul. Donc on peut en déduire en sortant le terme i égale 0 que v rond u puissance p-1 c'est moins, donc moins la somme pour i allant de 1 jusqu'à p-1 de cette somme-là. Donc maintenant si on évalue en y, on a v de u puissance p-1 de y. C'est moins cette somme-là évaluée en y. Super. Et maintenant, on suit l'indication un peu naïvement. On va calculer u rond f1 de p-1. Donc f1 de p-1, c'est cette somme-là. Donc ensuite, on va distribuer le u à l'intérieur de la somme par linéarité des endomorphismes. Donc on va avoir u puissance i plus 1 rond v rond u puissance p-1 moins i, et donc ensuite on va faire un changement de variable pour récupérer, donc on fait plus 1 et moins 1 dans la somme, et donc on va récupérer en fait, cette somme là en fait. Ça montre quoi? Ça montre que u de f1 de p-1 de y, c'est l'opposé de cette somme là. Donc en identifiant ces deux expressions, on a quoi? On a que v de u p-1 de y, c'est moins de u f1 de p-1. Et f1 de p-1, ça appartient à 4v. Et donc ça montre quoi? Ça montre au final que pour tout x appartenant à l'image de u puissance p-1, v de x, donc ça si on dit que c'est x, v de x, ça appartient bien à u de 4v. Donc ça, on a bien montré ce que l'on voulait. Allez, donc question suivante. On prend x dans v point privé donc, du singleton 0, donc tel que 4v est inclus dans vect de x plus v de x. On pose u appartenant à v tel que x appartient à l'image de u puissance p-1. Donc ça, c'est pour simplifier les notations. On va fixer y dans 4v, on va montrer le résultat par récurrence. Donc on va poser hk, donc la propriété à montrer. Il existe un yk et un lambda k, donc yk dans 4v et lambda k dans R, tel que y s'écrivent sous la forme lambda k x plus u puissance k de yk. Donc initialisation, si k égale 0, bon là c'est pas le plus dur, on a y qui vaut x plus y moins x. Et donc ça conduit à poser quoi? Lambda de 0 qui vaut 1, comme ça le premier terme c'est x, et u puissance 0 de y0, c'est égal donc par définition à y0, puisque u puissance 0 c'est l'identité, et y0 égale y moins x, où y moins x appartient bien à 4v, puisque y et x sont dans 4v, et 4v est stable par combinaison linéaire, et donc ça assure h0. Hérédité, on fixe k tel que hk est vrai, on suppose donc que l'on peut écrire y égale lambda k x plus u puissance k de y, donc avec lambda dans R, yk dans 4v. Comme yk appartient à 4v et que 4v est inclus dans vect de x plus v de x, on écrit yk sous la forme donc alpha x plus v de x, avec un certain v donc dans v et un alpha dans R. La question 11, elle montre quoi? Elle montre que v de x appartient à u de 4v, puisque x appartient à l'image de u puissance p-1 par construction. Donc on peut écrire donc v de x égale u de y de k plus 1. Et donc c'est logique d'utiliser le résultat de la question précédente pour en déduire ce que l'on veut dans cette question. Et donc si on reporte dans l'égalité, qu'est-ce qu'on a? On a y qui vaut donc lambda k de x, ça n'a pas bougé.
Et YK, on a dit qu'on pouvait l'écrire sous cette forme-là, alpha x plus Vx, où Vx c'est U de YK plus 1. Donc on reporte là. Et donc ensuite on a lambda k de x, ça ne sera pas changé, plus alpha U puissance k de x, plus U puissance k plus 1 de YK, donc là j'ai mis YK, donc plutôt YK plus 1. Et donc U puissance k il est nul dès que k est plus grand que 0, puisque x appartient à l'image de U puissance p moins 1, et donc U puissance p est l'endomorphisme nul. Sinon, si k égale 0, on a tout simplement U puissance 0 de x qui vaut x, de sorte que y, on puisse bien l'écrire sous la forme voulue, lambda k plus 1 de x, plus U puissance k plus 1 de yk plus 1, où lambda k plus 1 c'est lambda k si k est plus grand que 0, et lambda 1 qui vaut lambda 0 plus alpha. Et donc on a bien la démonstration de ce que l'on voulait par récurrence. Donc on peut bien écrire y sous la forme lambda k de x plus u puissance k de y k pour tout k, donc avec yk dans 4v et lambda k dans R. En particulier, si on prend k égale p, vu que u puissance p c'est l'endomorphisme nul, on a tout simplement y égale lambda p de x, ce qui signifie exactement ce que l'on veut, 4v est inclus dans vecte de x. Maintenant, si je prends v dans v, la question 11, elle montre quoi? Elle montre que v de x appartient à u de 4v, et donc par le résultat, 4v est inclus dans vecte de x, et donc on en déduit que v de x appartient à u. Donc cette chose bizarre là qui est écrite là, c'est vecte de x, en fait c'est une erreur de LaTeX, mais bon. Donc v de x appartient à u de vecte de x, et on a déjà montré que u de vecte de x c'était égal au singleton 0, puisque x appartient à l'image de u puissance p-1. Donc on a bien obtenu ce que l'on voulait. 4v est inclus dans vecte de x plus v de x. Ça montre quoi? Ça implique que pour tout v appartenant à v, v de x égale 0. Allez, on est parti pour la question 13. Donc celle-là, il faut savoir la faire sans bégayer. Donc il faut poser, plutôt que de montrer que c'est des espaces vectoriels, donc avec la vérification usuelle, donc on prend des éléments, on vérifie que toute combinaison linéaire reste dans d'éléments de cet espace reste dans cet espace. Bon, ça c'est pénible, vous perdrez du temps, et donc c'est pas la bonne manière de faire. Il faut plutôt, et d'ailleurs là, la méthode que je suis en train de présenter, c'est la bonne méthode, puisque en question 14, ça va nous permettre de la traiter très facilement. Donc il faut reconnaître en fait des noyaux et des images d'applications linéaires. Donc on va poser phi, l'application qui a U va associer, donc U de V va associer U de X qui appartient bien à E, et psi, l'application qui a U de W va associer U bar qui appartient à L de H. Donc c'est toutes ces deux applications, c'est des applications qui sont linéaires, et par construction, l'image de phi c'est Vx, le noyau de phi c'est W, l'image de psi c'est V bar, le noyau de psi c'est Z. Et donc, vu que on a un théorème qui dit que le noyau et respectivement l'image d'une application linéaire sont des sous-espaces vectoriels de l'espace de départ respectivement d'arrivée, eh bien on obtient que Vx, W, V bar et Z sont des sous-espaces vectoriels respectifs de E, V, L de H et V. Allez, donc question 14, comme je le disais à la question précédente, on a vraiment corrigé le problème comme il fallait, puisque on va pouvoir appliquer le théorème Durand sur phi et psi, dont on rappelle que le théorème Durand concerne donc la dimension de l'espace de départ. Donc dim de V, c'est dim de le noyau de phi plus le rang de phi, pas le rang de psi. Et de la même manière ici, dim de W, c'est la dim de quart de psi plus rang de psi. Donc en identifiant donc les dimensions des noyaux et des rangs à ce qu'on a montré précédemment, au fait que W c'est quart de phi, etc. Donc on récupère bien ce que l'on veut. Donc la dimension de V c'est quoi? C'est la dimension de Vx plus la dimension de W, mais la dimension de W c'est la dimension de Z plus la dimension de V bar. Donc on a bien exactement ce que l'on voulait. Allez, question suivante, donc question 15, on va montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel L de E tel que Z soit l'ensemble des A croix X pour A appartenant à L, donc c'est-à-dire
si on l'écrit avec a croix x, si on remplace son expression, c'est donc l'ensemble des produits scalaires entre a et donc la chose que l'on va évaluer, x, pour a appartenant à L. Donc pour ça, naturellement, on va chercher à s'appuyer sur la bijection entre E et l'ensemble des U appartenant à L2 dont l'image est inclue dans vecte de x qu'on a obtenu en question 6. Donc on veut montrer que Z peut s'écrire comme l'ensemble des U appartenant à W dont l'image est inclue dans vecte de x. Donc si on prend U dans Z, en particulier U appartient à W, W étant l'ensemble des V appartenant à V tel que V de x vaut 0. Et donc U bar, c'est l'endomorphisme nul de H. Ainsi, U de x vaut donc 0, puisque U appartient à W. Et de plus, pi rond U, donc par définition, pi rond U, donc U bar c'est pi rond U, pi rond U c'est l'endomorphisme nul de H. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout z dans H, pi rond U de z égale 0, c'est-à-dire U de z en fait appartient à vecte de x, puisque pi c'est la projection de E sur H, qui est l'orthogonale de x. Donc ça montre quoi? Ça montre que U appartient à W si et seulement si l'image de U est inclue dans vecte de x, et c'est là qu'on va pouvoir utiliser notre argument de bijection. Donc W, on a montré que quoi? C'était égal à l'ensemble des U dont l'image de U était inclue dans vecte de x. Or la question 6, elle établit que l'application KA va associer A croix x, ça réalise une bijection entre E et donc l'ensemble que l'on veut. Donc c'est que pour tout U dans Z, il existe un certain AU appartenant à E, tel que U égale AU croix X. Donc on pose L, l'ensemble des AU pour U appartenant à Z, qui est clairement un sous-espace vectoriel de E. Et par construction, Z, c'est bien l'ensemble des A croix X pour A appartenant à L comme voulu. Les espaces Z et L étant isomorphes, ils ont même dimension, donc dimension de Z vaut dim de L. Et enfin, si on prend A dans L, alors il existe donc U appartenant à Z tel que U égale A croix X, puisque L, par cette définition-là. Vu que U appartient à W qui est inclus dans V, U étant nilpotent, sa trace est nulle par 1, et donc par la question 1, et donc la trace de U vaut 0, et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la trace de A croix X vaut 0, et la trace de A croix X c'est le produit scalaire entre A et X d'après la question 7. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? On a montré que pour tout A dans L, le produit scalaire entre A et X vaut 0, et ça c'est exactement la définition de X appartient à L bar, à L perpendiculaire, donc à l'orthogonale de L. Allez, question 16, donc on va prendre U dans V, A appartenant à L, donc A croix X appartient à Z qui est inclus dans V. Le lemme A avec V égale A croix X et K égale 1, ça donne quoi? Ça donne que la trace de U rond A croix X vaut 0. Donc c'est pas mal. Or pour tout Y dans E, on peut transformer en fait U rond A croix X de Y. Effectivement, regardez, ça fait U rond A croix X de Y, c'est quoi? C'est U de A croix X de Y, et U de donc A croix X de Y, c'est quoi? C'est le produit scalaire entre A et Y selon X. Donc par linéarité de U, on peut sortir le produit scalaire entre A et Y. Il va rester le produit scalaire fois U de X. Et ça, en fait, il faut reconnaître exactement que c'est A croix U de X, le tout évalué en Y. Donc on va pouvoir transformer U rond A croix X en A croix U de X. Donc c'est pas mal. C'est ce que je suis en train de dire. Donc si on reporte dans ça, on a que la trace donc, de A croix U de X qui vaut 0, et donc par la question 7, ça montre que le produit scalaire entre A et U de X vaut 0. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout U dans V, pour tout A dans L, le produit scalaire entre A et U de X vaut 0, et ça montre exactement que V de X est inclus dans L orthogonale. Le lemme A il va permettre de généraliser ce résultat, que pour tout U dans V et pour tout K dans N, la trace de U puissance K rond A croix X, c'est le produit scalaire en fait entre A et UK de X. Donc ça va montrer que
pour tout U, pour tout K, pour tout U dans V, pour tout K, U puissance K de X appartient à l'orthogonale de L. Question suivante, donc question 17, la première partie est pas trop difficile. On va raisonner par l'absurde et supposer qu'il existe un certain lambda 0 non nul tel que lambda 0 de x appartient à v de x. Donc ça veut dire qu'on peut écrire lambda 0 de x égale donc v de x avec v a un certain endomorphisme dans v. Autrement dit, ça, v de x égale lambda 0 de x, ça veut dire que donc lambda 0 est valeur propre de v. Or v appartient à v, donc v admet pour seule valeur propre 0, donc c'est que lambda 0 vaut 0, et ça c'est exclu, donc c'est absurde. Donc c'est que pour tout lambda dans R étoile, lambda x n'appartient pas à v de x. Donc très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vect de x n'est pas inclus donc dans v de x, et donc la question 16, avec k égale 0 et k égale 1, ça montre quoi? Ça montre que v de x est inclus dans L orthogonale et vect de x est inclus dans L orthogonale. Donc on est dans cette relation-là. Vect de x n'est pas inclus dans v de x, donc on a bien une séparation et les deux ensemble sont dans l'orthogonale de L. Donc l'inclusion du coup entre Vx et L orthogonale est stricte. Et donc la dimension de Vx est strictement inférieure à celle de l'orthogonale de L. Et donc si on ajoute la dimension de L à gauche et à droite pour récupérer donc la dimension, pour récupérer n, puisque L donc E c'est L, donc c'est la somme directe entre L et son orthogonale puisqu'on est en dimension finie. Donc si on ajoute à gauche et à droite la dimension de L, on va récupérer dim de V de x plus dim de L est inférieur strictement à n. Et donc être strictement inférieur à n, c'est être inférieur ou égal à n-1, puisque on n'a que des entiers naturels à chaque fois. Donc on a bien le résultat voulu. Allez, question 18, donc on prend U dans W, on va montrer par récurrence que pour tout K dans N, on peut écrire pour tout Z dans H, U bar de K de Z égale pi de UK de Z. Donc allons-y, pour l'initialisation, on prend Z dans H, pour K égale 0, on a U bar à la puissance 0 de Z qui vaut Z, et donc pi de U0 de Z, c'est pi de Z, donc pour Z dans H, pi de Z égale Z. Hérédité, on va fixer K tel que donc, U bar à la puissance K vaut pi rond U puissance K sur H. Et donc on va utiliser la décomposition E égale vect de X plus H. Et on va donc décomposer donc Z appartenant à H dans cette somme directe. Donc on peut écrire Z sous la forme alpha X plus Y, où Y appartient à H. En appliquant U, on a quoi? On a U de Z égale alpha U de X plus U de Y. Qui vaut 0 puisque U appartient à W. Et donc on a U de Z égale U de Y. Or pi de Z vaut Y, donc on a U de pi de Z qui vaut U de Y qui vaut U de Z. Mais alors, donc U bar à la puissance K plus 1 de Z, c'est quoi? C'est U bar de U puissance, donc U bar de K de Z. U bar de K de Z, on a dit que du coup c'est pi de U puissance K de Z par hypothèse de récurrence. Et donc pi de U puissance K de Z appartient à H. Donc donc si on projette sur H, on a toujours E puissance K de Z. Et donc vu que U bar, maintenant on peut l'écrire sous la forme pi de U, pi rond U, donc on va avoir pi de U puissance K plus 1 de Z, ce qui montre que Qn plus 1 est vrai dès que Qn l'est. Donc et ça achève la récurrence comme on voulait. Donc maintenant, si je prends U dans W, il s'agit de montrer qu'il existe un certain Q dans N tel que U bar à la puissance K vaut 0. Pour cela, on va essayer de traduire la nilpotence de U. Donc V étant nilpotent de nil indice donc P, on a U puissance P qui est l'endomorphisme nul, et la récurrence que l'on a prouvée précédemment, ça montre quoi? Ça montre que U bar à la puissance P, c'est pi rond U puissance P, et donc U puissance P vaut 0, donc en fait la nilpotence de U dans W, elle se reporte sur U bar, puisqu'on a vu U bar puissance P qui vaut 0, qui est l'endomorphisme nul de H.
Et donc U bar est nilpotent, et comme c'est vrai pour tout U bar dans V, c'est que V bar c'est un sous-espace vectoriel nilpotent de L de H. Allez, question 19, donc V bar c'est un sous-espace vectoriel nilpotent de L de H, donc d'après la question 18. On sait que c'est un sous-espace qui est de dimension n-1, donc on va pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc dimension de V bar est inférieure ou égale à n-1 fois n-2 sur 2. La question 14, elle va nous permettre d'estimer dim de V à partir, dim de V bar à partir de dim de V. Dim de Z, on a dit que c'était dim de L, et donc par la question 17, la dim de Vx plus dim de Z est inférieur ou égal à n-1. Donc finalement, on en déduit quoi? On en déduit que dim de V c'est inférieur ou égal à n-1 plus n-1 fois n-2 sur 2. Et donc tout ça, ça va faire n fois n-1 sur 2, ce qui montre que la dimension de V c'est inférieur ou égal à n fois n-1 sur 2, donc comme voulu. Question 20, donc les questions 14 et 17, elles montrent quoi? Elles montrent que dim de V bar c'est la dimension de V moins la dimension de Vx plus la dimension de L. Alors la dimension de V, elle est égale à n fois n-1 sur 2. Et donc la dimension de Vx plus la dimension de L, elle est supérieure ou égale à moins n-1, donc elle est supérieure ou égale à 1 moins n. Donc tout ça c'est supérieur ou égal à n fois n-1 sur 2 plus 1 moins n. Donc ça, si on met au même dénominateur, ça fait n carré moins 3n plus 2 sur 2. Donc là, soit vous en cherchez les racines, soit en fait vous suivez l'énoncé et vous vous rendez compte qu'effectivement n-1 fois n-2 sur 2, ça fait bien ça. Et donc on est pas mal. On a une inégalité, mais on a l'autre, puisqu'on suppose toujours que la dimension de V bar est inférieure ou égale à n-1 fois n-2 sur 2. Et donc on obtient l'autre inégalité, et donc on a une égalité en fait. Donc nickel. Et si on réinjecte cette égalité dans la question 14, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que dim de V, c'est dim de Vx plus dim de L plus dim de V bar. Dim de V, c'est n fois n-1 sur 2. Dim de V bar, c'est n-2 fois n-1 sur 2. Et donc on peut en déduire quoi? On peut en déduire que la dimension de Vx plus la dimension de L, c'est égal à n-1, donc qui était ce que l'on voulait. Donc ainsi, la dimension de vect de x plus la dimension de Vx, c'est quoi? C'est donc la dimension de la somme directe entre vect de x et v de x, plus donc la dim de L égale à n. Et donc ça donne bien le résultat que l'on veut, à savoir que la dimension de vect de x plus Vx plus la dimension de L vaut n. La question 16, elle montre que vect de x est inclus dans L orthogonale, si on prend k égale 0, et que v de x est inclus dans L orthogonale. Donc on a la première inclusion, à savoir vect de x plus vx est inclus dans L orthogonale, et l'autre inclusion, elle se déduit par un argument sur dimension. Effectivement, dim de L orthogonale, c'est quoi? C'est n moins dim de L, par définition de l'orthogonale en dimension finie. Et donc ça, c'est égal à dim de vx plus 1. Et par ailleurs, dim de vect de x plus vx, c'est dim de vect plus dim de vx. Et la dimension de vect de x, c'est 1. Donc on a dim de vx plus 1 aussi. Donc on peut identifier les deux dimensions. Et donc on obtient l'autre inclusion par un argument de dimension. Et donc on a l'égalité que l'on voulait, et l'orthogonale c'est égal à vect de x plus en somme directe avec vx. Et la question 16, elle montre que pour tout V appartenant à V, pour tout K, Vk de x appartient à L orthogonale. Or L orthogonale, c'est quoi? C'est vec de x plus Vx. Et donc on a bien le résultat que l'on veut. Donc, question 21. Donc la question 18, elle montre que V bar c'est un sous-espace nilpotent de L de H, de dimension n-1 fois n-2 sur 2, et que la dimension de H c'est n-1. Donc par hypothèse de l'énoncé, il existe une base B' telle que donc pour tout V dans W, la matrice de V bar dans B', ce soit donc une matrice qui est triangulaire supérieure stricte. Donc on va prendre V dans L de H dont la matrice est donc de taille n-1 fois n-1 dans la base B', et donc on va réutiliser le même argument. Donc on prend une matrice qui ne possède que des 1 sur la surdiagonale d'ordre 1 et des 0 partout ailleurs. Et on va considérer U appartenant à V, dont la restriction sur H vaut V. Donc U puissance n-2 par construction, c'est pas l'endomorphisme nul. Et donc le nil indice générique de V est supérieur ou égal à n-1.
Et si on suppose de plus que Vx c'est égal au singleton 0, bah, pour tout V dans V, V de x vaut 0. Et donc si on considère la base B qui est la concaténation entre B' et x, bah, par construction, on a toujours que mat B de V est donc dans Tn plus de R. Et donc bah, on a bien le résultat voulu. Allez, question 22, donc on va prendre V dans V, tel que V de x est non nul. Donc on va montrer que l'image de V puissance P-1 est inclus dans vec de x plus V de x. Donc si V puissance P-1 vaut 0, bah, le résultat est clair. Sinon le résultat de la question 5, ça va montrer que la dimension de l'image de V puissance P-1 vaut 1. On considère alors K, donc dans 1, P-1 tel que V puissance K de x est non nul et V puissance K plus 1 de x vaut 0. Bah, du coup, par construction, VK de x, il appartient à la fois à l'image de V et au noyau de V. Et donc la question 5, elle montre que VK de x appartient à l'image de V puissance P-1. Comme cette dimension, la dimension de cette image, elle vaut 1, bah, c'est que l'image de V puissance P-1 est engendrée par vecte de V puissance K de x. Et la question 20, elle montre que V puissance K de x, il appartient à la somme directe entre vec de x et V de x, et donc ça achève la démonstration. Dès que V de x est non nul, bah, l'image de V puissance P-1 est inclue dans vecte de x plus V de x. Allez, donc question 23, on suppose cette fois-ci que V de x vaut 0, puisque bah, sinon on a déjà montré le résultat. Par hypothèse, V0 de x est non nul, et donc bah, pour tout t dans R, V plus TV0 appartient à V. Et de plus V plus TV0 de x, ça donne quoi? Ça donne TV0 de x, puisque bah, on a déjà dit que V de x valait 0. Et TV0 de x, c'est non nul. Donc cela montre que pour tout t dans R, l'image de V puissance V plus TV0 puissance P-1, c'est inclus dans vec de x plus V de x. Et donc si on prend y dans V, on a V plus TV0 puissance P-1 de y qui va valoir donc V puissance P-1 de y plus T F1 de P-1 de y, et ainsi de suite. Et donc V de P-1 de y, ça va être la limite, donc c'est exactement le même argument qu'on a utilisé précédemment, ça va être la limite pour T qui tend vers 0 de V plus TV0 à la puissance P-1. Bah, du coup, V plus TV0 à la puissance P-1, ça appartient à vecte de x plus V de x. Cette somme directe, c'est un fermé de E. Pourquoi? Bah, parce que c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie. Et donc V puissance P-1 de y appartient effectivement à vecte de x plus V de x. Et comme c'est vrai pour tout y dans E, bon, on a bien le résultat que l'on voulait. Allez, donc on va conclure le théorème de Gersten-Haber. Donc bon, moi là je le résous de manière générale sans trop suivre l'énoncé du problème de Minpont, mais vous devriez pouvoir arriver à adapter à votre énoncé. Donc bah, si n égale 1, l'énoncé dit que c'était clair, bah, le résultat, et c'est vrai. Si maintenant la question 19, elle montre l'hérédité de la première partie du théorème de Gersten-Haber, il reste juste à montrer qu'on peut choisir x appartenant à v point non nul, de sorte que v de x égale 0, pour pouvoir conclure l'hérédité du théorème de Gersten-Haber par la question 21. Donc on se place de nouveau dans le cadre de la question précédente, mais on montre que ce cas est absurde. S'il existait V0 appartenant à V tel que V0 de x, alors la question précédente est non nulle, alors la question précédente montre que pour tout V dans V, l'image de V puissance P-1 est inclue dans la somme directe entre vec de x et V de x. Ainsi, V point, c'est l'intersection des images de V puissance P-1 qui est inclus dans vec de x plus V de x. Et donc, ça montre quoi? Ça montre que 4V est inclus dans vec de x plus V de x. Ben là, on utilise le lemme B qui permet de conclure que pour tout x dans V, V de x égale 0. Donc pour tout V appartenant à V, V de x vaut 0. Et donc V de x égale le singleton 0. On peut appliquer du coup la question 21 pour obtenir le théorème de Gersten-Haber comme voulu. Voilà, donc c'est fini pour cet énoncé d'algèbre linéaire qui est vraiment très très costaud. Donc c'est un exercice qui est tombé à l'écrit en 2020. Donc 2020 c'était l'année donc la session Covid. Donc forcément tous les énoncés étaient bien plus difficiles que d'ordinaire. Donc c'est vraiment le sujet parfait pour aller chercher plus loin en algèbre linéaire si on se sent déjà prêt. Donc c'est vraiment un sujet qui est difficile.
Donc c'est normal si vous avez eu des difficultés, normalement le jour J vous devriez avoir un énoncé quand même plus facile si ça tombe sur de l'algèbre linéaire. Voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche et je te retrouverai avec plaisir sur une prochaine vidéo de maths. Salut!